Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Kaiserfoot, votre balado ou podcast vidéo transcription diffusion qui traite de la Bundesliga et du football allemand en français. Mathieu Lemay, votre animateur qui vous retrouve avec grand plaisir. Après une absence d'un peu plus d'un mois, on a eu d'autres occupations et surtout, étant donné la fin de Skype qui servait à enregistrer nos conversations et nos émissions, bien nous sommes passés à Teams et ça a demandé un ajustement. Mais quoi qu'il en soit, c'est avec grand plaisir que je retrouve le Kaiser, David Lortolari, qui est toujours en grande forme. Allô, friend, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va bien, ça va bien. On est en plein dans l'émotion, bien sûr, avec l'Allemagne, puisque deux protagonistes particuliers sont en train d'avoir des trajectoires qui changent. Thomas Müller, 750 matchs à venir. 750e match avec le Bayern, il faut qu'on en dise un mot, bien sûr, Mathieu, et puis Florian Wirtz. Tout le monde est pendu un petit peu en Allemagne au choix du jeune prodige, du jeune numéro 10 du Bayer Leverkusen. Voilà, j'évoque là les deux plus gros clubs du moment en Allemagne, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses dont on peut parler parce que l'actualité est intense à tous les étages. Ouais, tu m'enlèves les mots de la bouche, David, parce que je voulais commencer l'émission avec justement Thomas Müller, puisque la nouvelle est tombée, disons, très peu de temps après notre dernier épisode. Thomas Müller qui a annoncé qu'il ne serait pas de retour avec le Bayern Munich la saison prochaine. Il est en fin de contrat. Alors, je pose la question directement. Est-ce que Thomas Müller prend sa retraite ou alors ira-t-il jouer sous d'autres cieux avec une nouvelle équipe en dehors de l'Allemagne, évidemment, parce que j'imagine mal Thomas Müller aller jouer ailleurs qu'au Bayern en Bundesliga. Oui, tout à fait. Le Bayern, c'est son club. Ça fait 25 ans, toutes classes d'âge confondues, qu'il est arrivé là depuis son petit club de la Haute-Bavière, un peu plus au sud, quand il était tout jeune adolescent. On l'imagine mal ailleurs qu'au Bayern en Allemagne, mais il faut l'imaginer mal aussi ailleurs tout court, parce que, me semble-t-il, dans ses dernières communications, les interviews en bord de terrain, les interviews plus officielles comme celle qu'il a donnée au portail de la Bundesliga récemment, laissent quand même assez nettement, assez clairement entendre. Il ne s'agit pas d'en mettre sa main à couper, mais il laisse clairement entendre quand même qu'il va arrêter sa carrière professionnelle à l'occasion de cette fin de saison et à l'occasion de sa fin de contrat avec le Bayern. Alors forcément, peu de temps après l'enregistrement de notre podcast le week-end qui vient là, il y aura de l'émotion à l'Allianz Arena puisqu'il devrait disputer, il va selon toute vraisemblance disputer son tout dernier match dans le stade du Bayern. Il va forcément y avoir une grosse émotion. Il y en a déjà eu une grosse émotion, hein. Les semaines passées, vous avez vu la façon dont le public réagissait à ses apparitions ou à ses sorties. Donc là, ça va être une très grosse émotion. Et puis, il restera la 34e journée où le Bayern sera en déplacement et où on espère le revoir encore. J'ai vu que l'entraîneur Vincent Kompany, l'entraîneur belge du Bayern, avait un petit sourire au moment d'évoquer en conférence de presse Thomas Müller. Est-ce que ça veut dire qu'il sera titulaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça veut dire que Thomas Müller va avoir droit à du temps de jeu devant son public. Et je crois, pour répondre à ta question, Mathieu, de manière claire, que c'est vraiment la fin de sa carrière professionnelle. Après, s'il a une pige qui lui est proposée tardivement, une saison en Floride ou une saison dans un club un peu au soleil, ce serait peut-être sympathique pour lui pour faire une année supplémentaire. Mais je ne crois pas que ça soit sa mentalité et je ne crois pas non plus que ça soit son souhait du moment. C'est dommage parce que je connais une équipe de ce côté-ci de l'Amérique qui aimerait bien avoir ce service, notamment en matière de leadership. Je ne mentionne pas la ville, je risque de briser des cœurs en disant ça. Mais toujours est-il que moi, en tout cas, personnellement, j'aimerais bien le voir chez nous. Bon, voilà, j'ai trahi, disons, mon favoritisme pour notre équipe locale qui connaît un début de saison très difficile en ce moment. Et je me dis toujours que le leadership d'un joueur comme Thomas Müller aiderait beaucoup les jeunes joueurs au sein du club à probablement hisser leur niveau lorsque cela s'avère nécessaire. Mais bon, je vais arrêter ici. On verra par la suite. Je sais, et probablement qu'on aura l'occasion de l'évoquer dans le futur, que en admettant qu'il prenne sa retraite, et même s'il va passer plus de temps au sein de son ranch, Thomas Müller sera forcément de retour dans l'entourage du Bayern, dans les bureaux de la direction. Ce serait invraisemblable, voilà.
de ne pas le voir là à brève échéance, faire ses classes, à quel titre et à quel niveau, à quel poste, on ne sait pas encore. Ce sera donc une histoire à suivre de ce côté. Mais pour l'instant, tu as raison, on va regarder probablement ce grand moment émotionnel d'une carrière qui a été marquée d'abord par une tonne de buts. On s'imaginait qu'il allait battre le record de Miroslav Klose avec l'équipe nationale allemande. Mais il a ralenti et s'est transformé en meneur de jeu pour se recycler. On se souviendra, à une certaine époque, la malchance semblait lui avoir tombé dessus. Il cessait de marquer des buts. On se posait des questions. Même toi, tu avais été sollicité, je m'en souviens, à une certaine époque. Mais il a su, disons, se redéfinir après avoir été un buteur assez prolifique. Il est devenu un bon passeur, un bon centreur et un meneur de jeu exceptionnel. Et il n'a jamais perdu la fibre de meneur d'homme qu'il a été. Je vais conclure là-dessus parce que j'ai comme l'impression qu'on va parler de lui, peu importe qu'il ne foule plus une pelouse à partir de la saison prochaine. Là, maintenant, j'ai envie de parler des championnats européens, David, parce que c'est un bilan négatif pour les clubs allemands. On ne va pas se le cacher. Toutes les équipes allemandes ont été éliminées en quart de finale, du moins celles qui restaient encore en liste. Le Bayern Munich a été sorti par l'Inter Milan en Ligue des Champions. Dortmund a été sorti également. Francfort a été éliminé en Ligue Europa et c'était la seule autre équipe allemande disponible. Bref, il n'y a plus personne qui a poursuivi le chemin d'une compétition européenne, à la différence de l'Angleterre, où les chances de remporter des titres, sauf en Ligue des Champions, sont excellentes. C'était pas pour comparer là, que je disais ça. Mais néanmoins, ça amène une question, David, est-ce qu'il y a un sentiment de déception en Allemagne de ne pas voir au moins une équipe allemande en liste encore pour un titre européen? On sait que Francfort, il n'y a pas si longtemps, a gagné la Ligue Europa. Et on sait que Dortmund est en finale pas plus tard que l'an dernier, que le Bayern a quand même gagné en 2020. Donc, on a l'habitude de voir quand même, ne serait-ce qu'une équipe allemande continuer le parcours en demi-finale, parfois se rendre en finale. Mais là, cette fois, après les quarts de finale, il n'y a plus personne. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment de déception en Allemagne en ce moment suite à l'élimination de toutes les équipes allemandes des compétitions européennes? Oui, il y a deux niveaux, il y a deux niveaux de lecture, effectivement. Le niveau général, le niveau global, la sensation un petit peu, peut-être un petit peu exagérée, je trouve, quoique ça, on pourrait en débattre de manière plus approfondie, que sinon un plafond de verre, du moins, il y a une limite aujourd'hui pour les clubs allemands en général, par rapport aux Espagnols, par rapport aux Anglais, par rapport à un degré moindre à la réussite d'un Inter, par exemple. L'Allemagne ne s'estime pas inférieure à l'Italie, mais elle ferait peut-être presque un petit complexe par rapport à la réussite des clubs espagnols, voire anglais. Donc ça, c'est un point effectivement sur lequel tu nous sensibilises et je pense qu'il y a un peu cette sensation de fatalisme actuellement, ce qui sous-entend que il y aurait beaucoup de changements à effectuer, puisque si on veut rivaliser à 50-50 avec les Anglais ou avec les Espagnols qui s'endettent à n'en plus finir, il faut changer la structure économique. Et donc, ça, c'est pas quelque chose à quoi on est prêt en Allemagne. Donc, il y a un petit peu on est un peu coincé, cette charnière qui couine, qui grince un peu. Comment rivaliser à égale valeur sportive si on n'a pas exactement les mêmes moyens, si on ne se donne pas exactement les mêmes moyens? Ça sous-entend aussi que la formation des joueurs, bien sûr, doit être peut-être amendée, doit être peut-être améliorée, doit être peut-être approfondie, doit être peut-être revue. C'est des choses qu'on a entendues dans les décennies passées aussi. Mais je pense que l'analyse individuelle, club par club, est importante et pertinente aussi, Mathieu. C'est-à-dire que on est triste, on est un peu frustré au Bayern Munich parce que l'objectif est toujours d'aller dans les demi-finales, d'aller dans les 4 dernières équipes. Et ça, on sait les moyens qu'il faut engager pour aller en demi-finale, c'est-à-dire qu'il faut renforcer l'équipe, c'est-à-dire qu'il faut engager des dépenses et prendre des risques financiers. Et le Bayern s'y emploie. C'est en cours. Ça n'est pas évident parce qu'il y a la culture maison, parce qu'on n'est pas prêt à dépenser 150 millions d'euros sur un joueur, même si on s'est déjà lâché, souvenez-vous, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso et surtout Lucas Hernandez. Il y avait eu des dépenses quand même assez somptuaires par rapport à l'échelle habituelle. Mais voilà, là, il faut passer encore un autre cap si on veut suivre le rythme imposé par le Real, imposé par Liverpool, imposé par Manchester City. Je ne cite pas le FC Barcelone parce que le FC Barcelone, les finances, c'est encore un autre problème.
Et donc pour le Bayern, il y a ce plafond-là à casser, à briser. Et on est en train de se demander très sérieusement en Bavière comment faire. Le recrutement de Florian Wirtz qui est envisagé n'est pas forcément suffisant parce que c'est la défense qui a posé problème ces derniers temps au Bayern. Vous l'avez tous constaté. Donc ça, c'est le Bayern. Après, pour les autres, déception pour Dortmund, évidemment, mais on ne peut pas être en finale tous les ans, il ne faut pas rêver. Déception pour le RB Leipzig, mais Leipzig a eu le tort cette saison de se concentrer sur un groupe trop réduit, trop restreint. Il y avait trop de jeunesse, il y avait trop de manque de qualité en dehors des superstars qu'on connaît. Et puis peut-être qu'on n'a pas su suffisamment bien faire la transition entre les anciens, Kevin Campbell, Youssouf Poulsen, Ville Orban et les tout jeunes. Donc là, il y a vraiment une déception, mais il y a eu des erreurs qui ont été commises. Moi, je suis frustré et déçu de la prestation de l'Eintracht Francfort, Mathieu, en Ligue Europa, effectivement, contre Tottenham. Tottenham se morfond cette saison en championnat. C'est mauvais, c'est médiocre, c'est peu spectaculaire, c'est peu intéressant. Et Francfort s'est cassé les dents sur cette équipe de Tottenham qui était dans le troisième tiers du classement en Angleterre. Alors que Francfort, certes, a laissé partir Marmouche cet hiver, l'Égyptien, mais a quand même fait de très belles choses au cours de la saison. Ils sont troisième aujourd'hui, c'est pas par hasard en Bundesliga, et je l'espérais. J'ai regardé le match avec une certaine fébrilité, l'aller-retour contre Tottenham. J'espérais, Mathieu, plus de panache, plus de prise de risque, plus d'esprit de continuité dans les actions. Je les ai trouvés timides, je les ai trouvés impuissants. Est-ce que c'était un moins bien physique? Est-ce que c'était un manque d'idées? Est-ce que c'était une réussite de la part de l'équipe adverse, parce qu'il ne faut pas lui enlever tous les mérites, de mettre en échec l'attaque de Francfort? Est-ce que Hugo Ekitike a voulu trop en faire et s'est perdu un petit peu dans ses actions individuelles? Probablement que tous ces éléments viennent un peu s'assembler, mais en tout cas, c'est un point de vue personnel là. Je pense qu'à Francfort, on est capable d'accepter de ne pas être allé plus loin, surtout si on se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui est quand même une rareté. Ça mettra beaucoup de consolation sur la saison actuelle. Mais à titre personnel, j'ai été déçu de Francfort. J'osais croire que Francfort puisse au moins franchir une marche supplémentaire pour retrouver des grosses écuries. Un Manchester United, par exemple, ou un club espagnol en demi ou en finale, ça aurait quand même été sympathique. Ce ne sera pas pour cette année. Je te rejoins concernant la déception que représente Francfort, mais disons, à sa décharge, il y a une autre équipe anglaise qui déçoit cette saison, Manchester United, qui risque fort de retrouver Tottenham en finale dans cette Ligue Europa. On ne s'attendait vraiment pas à ça, alors que ces deux équipes anglaises, et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai vu quelques matchs en Ligue anglaise de ces deux équipes, c'est la déception. Et franchement, Francfort aurait dû être capable de pouvoir éliminer cette équipe. Comme, par exemple, le Paris Saint-Germain l'a fait contre Aston Villa, alors que pourtant, on n'arrêtait pas de parler du piège que ça pouvait représenter. Là, on s'est dit, mais ils ont quand même éliminé Liverpool, mais ça ne fait rien. On se disait, il y a parfois un piège au bout de l'allée. Et finalement, le PSG a battu 3 équipes anglaises dans son parcours et se retrouve en finale contre toute attente sans Kylian Mbappé. Il va affronter maintenant l'Inter Milan. Mais bref, ça, c'est la parenthèse. Mais pour ce qui est de la déception cette année, je suis en grande partie d'accord. Et là, ça m'amène à mon troisième point. C'est encore une fois la valse des entraîneurs, une expression que tu aimes bien employer. On a eu 3 changements d'entraîneurs durant la deuxième portion de la saison. En particulier, le plus important, le départ de Marco Rose annoncé du RB Leipzig. Je sais que tu aimes bien vanter cet entraîneur, mais j'ai le sentiment qu'il déçoit, je dirais pas année après année, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est comme si à chaque fois qu'il a un objectif où on s'attend à ce qu'il brise un plafond de verre, il n'y parvient jamais. Quoique dans le cas du RB Leipzig, on dirait qu'on n'y arrive jamais quoi qu'on fasse. Mais il y a eu d'autres changements d'entraîneur. Je pense entre autres au départ de Pellegrino Matarazzo, entre autres, de Hoffenheim qui a quitté, par exemple. Mais aussi le retour d'un de tes favoris, l'homme à la casquette, qui est Steffen Baumgart, maintenant en poste avec l'Union Berlin. Je pensais donc à ces 3 changements d'entraîneur. J'avoue que j'étais surpris que Baumgart, qui avait été relégué en deuxième division, ait pu se retrouver un poste en première division. Et j'en parle justement parce que probablement que dans notre bilan de fin de saison, notre dernier épisode de la saison qu'on fera vers la fin du mois de mai,
On pourra revenir sur peut-être à quel point les changements d'entraîneur ont peut-être été une motivation supplémentaire. Dans le cas de Dortmund, ça semble avoir été un électrochoc malgré les réserves qu'on peut avoir sur Niko Kovac. Mais là, j'aimerais qu'on parle de ces cas-là, en particulier celui de Marco Rose, parce que le RB Leipzig, encore une fois, on a des ambitions, mais on ne semble pas trouver la recette peut-être qui ferait que cette équipe-là franchisse un plafond de verre supplémentaire. Et je dis ça sous toute réserve, puisque justement, le RB Leipzig a quand même privé le Bayern Munich du plaisir de célébrer sur le terrain en faisant un match nul de 3-3. Et il a fallu un autre match nul plus tard du Bayern Leverkusen, pour que le Bayern célèbre son titre, mais dans la discrétion. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve que le RB Leipzig a des ressources, a des moyens quand même de rivaliser avec n'importe qui. Mais on dirait qu'on perd les matchs, comme je dis souvent, qu'on n'est pas censé perdre contre certaines équipes. On a du mal à se transcender dans des grands moments. Et en plus, cette année, on a fait moins bien en Ligue des Champions que lors des années précédentes. La nouvelle formule, en quelque sorte, fait mal au RB Leipzig. Alors, j'ai fait une longue introduction pour ce sujet-là, mais qu'est-ce que tu as à dire donc sur ces 3 changements d'entraîneur et en particulier sur celui de Marco Rose au RB Leipzig? Ben, il y a eu une sensation de perte d'identité sur ce qu'on a vu sur le RB Leipzig ces derniers mois, c'est-à-dire que on a trouvé une équipe qui jouait latéral beaucoup, hein, comme le Barça de Guardiola, pour parler simplement, et qui avait perdu cette habitude quand même assez unique qu'elle avait de jouer hyper vertical, hyper rapidement, le jeu de transition très efficace, très saignant, les banderilles en contre-attaque. Et ça s'est un peu perdu, effectivement, avec Marco Rose. C'était un peu surprenant, puisque Marco Rose est un homme de la galaxie Red Bull. Donc, c'est un peu surprenant d'avoir cet aggiornamento, ce changement assez profond dans la façon de jouer. Et ça a un peu perdu l'équipe, me semble-t-il. Avec des joueurs comme Openda, avec des joueurs comme Xavi Simons. Même Šeško est un joueur certes puissant, un avançante, mais c'est aussi un joueur rapide. Et Benjamin Šeško, le Slovène. Et ça, c'est peut-être à mettre au discrédit de Marco Rose. Pour le reste, je ne suis pas sûr que ça soit le problème principal du RB Leipzig cette saison, puisque on a vu l'arrivée de Joel Klöv, l'ancien adjoint de Tuchel et de Jürgen Klopp. Et ça n'a pas changé tous les soucis du RB Leipzig. On a retrouvé contre le Bayern, surtout en première mi-temps où le RB Leipzig mène 2-0, ce jeu fantastique en contre-attaque avec la touche technique qui va bien. Souvenez-vous du premier but, extérieur du pied Xavi Simons, sans contrôle, extérieur du pied Benjamin Šeško, sans contrôle, but. Ça, c'était fulgurant et c'était typique RB Leipzig. Mais ça s'est trop peu vu cette saison, tu as bien raison. Et les soucis, ils sont ceux que j'ai déjà un petit peu évoqués, c'est-à-dire on a parié sur un groupe resserré, restreint, pourquoi pas, mais c'était risqué à la base déjà puisqu'on jouait la Ligue des Champions, où l'équipe s'est cassé les dents à un but près contre plein d'adversaires, toute une série de défaites avec un but d'écart hyper frustrante. On a perdu de l'énergie bien sûr là-dedans parce qu'il y a l'influx physique, nerveux, bon. Et puis derrière, en championnat, la sensation peut-être que certains joueurs prenaient le championnat un peu par-dessus la jambe, n'est-ce pas? Donc là, il y a peut-être aussi un problème de mentalité. Et puis, il y a la qualité aussi individuelle de chacun. Est-ce que Geertruida, le néerlandais en défense, a le niveau? Est-ce que Zaiwald, le milieu de terrain autrichien que personnellement j'aime beaucoup, a le niveau pour faire une saison constante? Est-ce que les anciens ne sont pas un petit peu dépassés? On pense à Poulsen qui a certes marqué un but formidable contre le Bayern, mais qui joue plus trop. Est-ce que Campbell peut encore assumer 1 heure et demie de match en milieu de terrain? Alors, c'est des questions qui n'ont pas forcément toutes une réponse négative, mais simplement, ça n'a pas, ça n'a pas bien fonctionné. Ça n'a pas été fluide cette saison sur les choix opérés par la direction au RB Leipzig. Et on a la sensation que Jürgen Klopp a du travail, puisque c'est lui maintenant qui chapeaute un peu tout ça. Qu'il faudra éviter aussi l'écueil qu'on a vu à Dortmund, que les différents dirigeants, les différents responsables puissent peut-être se marcher un peu dessus dans des fonctions pas très, très clairement identifiées.
Est-ce que le RB Leipzig peut retrouver l'identité qu'il avait en amont? Est-ce qu'il peut reconstituer un groupe tout de suite fort sur les choix sportifs? Parce qu'il faut quand même de la chance aussi sur le recrutement. Bien sûr, il y a une très belle toile d'araignée tout autour de la planète, hein, mise en place par le groupe Red Bull pour trouver les meilleurs joueurs un peu partout sur tous les continents, y compris en Amérique du Sud, y compris bien sûr aussi en Amérique du Nord. Bon, mais voilà, on ne retrouve pas forcément tout de suite une pertinence en 3 mois, quoi. Donc là, je crois qu'on s'attaque à un été agité à Leipzig, mais surtout, et ça, il faudra qu'on en reparle, Mathieu, dans quelques semaines, effectivement. Surtout, il va y avoir une grosse différence quand même. Si on arrive à arracher sa place en Ligue des Champions, c'est-à-dire faire partie des 4 premiers, ou non. Parce que le RB Leipzig, à l'heure où nous parlons, peut encore tout perdre. Il peut même peut-être ne pas se qualifier pour la Ligue Europa. Et là, ce serait le premier coup d'arrêt, franc, net, clair, pour le club par rapport à sa progression depuis une bonne quinzaine d'années, depuis la fin des années 2000. Donc, beaucoup de questions là, mais pour en revenir à ta question centrale, je ne suis pas sûr que l'entraîneur ait été le problème principal cette saison. C'est intéressant. Alors, évidemment, peut-être un petit mot rapide sur justement les changements d'entraîneur à Hoffenheim et à l'Union Berlin. Dans le cas de l'Union Berlin, je ne sais pas trop qu'est-ce qui a justifié le changement d'entraîneur, mais là, l'équipe respire quand même relativement bien au classement, ne devrait pas être reléguée. Tandis que du côté d'Offenheim, on est toujours, et ça fait partie des enjeux qu'on va évoquer pour la dernière question d'émission, est toujours en danger d'être relégué. Il y a seulement 5 points d'écart, mais il reste 2 matchs à faire à la saison. Alors donc, ça peut jouer avec un peu de choses, comme ça peut être terminé dès cette fin de semaine. Mais Hoffenheim a changé d'entraîneur. C'est une équipe qui a perdu une partie de ses bons joueurs de l'an dernier, puisque la force d'Offenheim, c'était notamment au plan offensif. Et là, la plupart de ses joueurs sont partis. Et l'équipe avait des carences défensives qu'elles ne sont pas parvenues à résoudre cette saison. Forcément, l'équipe a connu du recul. Est-ce que le changement d'entraîneur a eu l'effet désiré? Ça, on le saura peut-être à la fin de la saison. Mais je voulais t'entendre rapidement sur les changements d'entraîneur, sur le départ de Matarazzo à Offenheim et sur l'arrivée notamment de Stephen Baumgart avec l'Union Berlin rapidement. Christian Ilzer, qui est arrivé d'Autriche, n'était pas forcément un choix très bien compris. Et je ne suis pas sûr qu'il fasse l'unanimité pour l'instant. Offenheim n'est pas en grand danger quand même si les résultats sont comptablement assez faibles et on n'est pas très loin de la zone de relégation, effectivement. Mais c'est une équipe qui a la structure suffisante, disons, dans la qualité pour donner le petit coup de rein au bon moment. Donc je me fais pas trop d'illusions vis-à-vis d'une Ils ont besoin hypothétique. que d'un point, en fait, Ouais, pour s'assurer de ne pas être dans la zone de relégation. Mais on en mais, parlera tout mais à l'heure. ce que je voulais dire, c'est que le remplacement, effectivement, de Pellegrino Matarazzo par il sert à pas apporter ce qu'on pouvait hypothétiquement espérer, et je suis pas sûr que l'entraîneur soit conforté et puisse avoir un long bail à Offenheim. Ça, c'est une sensation. On verra si ça se confirme. Mais je suis d'accord Euh, avec toi. J'ai comme l'impression que c'est plus au sein de l'effectif qu'il faudrait des modifications oui, pour oui. améliorer grandement cette équipe. Oui, et puis Offenheim, j'ai entendu des chroniqueurs en Allemagne en parler depuis le début de l'année civile, depuis le début de 2025. C'est plus trop où il en est aussi. C'est-à-dire que là, ça a été une progression champignon à Offenheim, bien sûr, avec l'apport du mécène Dietmar Hopp, petit bourg de quelques milliers d'habitants entre Zinsheim et Offenheim. Là, c'est une toute petite localité. On a eu les moyens, on a un très beau petit stade. Mais y a-t-il derrière cette équipe un engouement profond? Je ne crois pas. Y a-t-il une capacité d'emporter derrière soi des dizaines de milliers de supporters? Je ne suis pas sûr. Au moment où ça tangue, qui pour colmater? Ça, c'est pas. Voilà, on n'est pas dans un Traditionsverein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'exister. Offenheim est légitime et a fait de très belles choses sportivement. Il y a quand même des super joueurs qui sont passés par là. On pense aussi aux entraîneurs Rangnick, bien sûr, Julian Nagelsmann et plein de beau monde. Mais si Offenheim ne sait plus trop où il habite, j'ai peur qu'il n'y ait pas grand monde pour retrouver la boussole et pour
restabiliser un peu tout ça. Et donc, Christian Ilser, bon, il avait de la réussite précédemment en Autriche. Il faut aussi qu'il franchisse le pas parce qu'entre les deux Bundesliga, c'est pas forcément très facile non plus, même si les entraîneurs autrichiens, il y en a plein qui réussissent. Enfin, en tout cas, il y en a un certain nombre. Donc, je suis un peu sceptique pour la suite par rapport à ce club, son entraîneur, l'environnement général. Pour Stefan Baumgart, euh, on l'avait dit. Alors, évidemment, il a souffert au début, mais on l'avait dit, souviens-toi, c'était sans doute l'entraîneur qui correspondait le mieux à la culture Union Berlin. Et de fait, il y a eu un rebond quand même. Au bout d'un petit moment, alors certes, il y a eu des résultats négatifs, parce que c'est pas parce qu'un entraîneur aussi charismatique et manager que Baumgart arrive que tout change d'un week-end à l'autre, d'une fin de semaine à l'autre, mais il y a eu quand même un rebond. Et je pense que lui, il est absolument convaincu de pouvoir faire de belles choses sur la longueur. Et je suis pas loin d'être assez d'accord, parce que l'équipe est en train quand même de retrouver un petit peu ses fondamentaux qu'elle avait perdu avec sa participation en Coupe d'Europe. On avait un peu crevé les plafonds, on avait un peu essayé un recrutement un peu hors norme. Le symbole, c'était Chiellini, bien sûr. Et on est en train de revenir un peu dans les standards de Union Berlin, qui est un club qui doit exister au milieu du classement, entre la 10e et la 16e place, sans difficulté, me semble-t-il. En tout cas, il y a des équipes plus faibles que lui cette saison, ça c'est sûr. Il me semble qu'il y a eu un rebond. Il faut voir si ça peut se confirmer la saison prochaine, puisque ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler ultérieurement. Mais il y a quelques grosses écuries aussi, tu as vu Mathieu, qui poussent un peu au portillon en deuxième division. Oui, ça, on va en reparler dans l'émission du bilan. On va revenir justement sur ces équipes qui vont soit revenir, soit faire un premier séjour en première division la saison prochaine. Ce qu'il y a de certain, et je vais conclure juste rapidement sur le RB Leipzig, peut-être que maintenant que Jürgen Klopp dirige toute l'organisation Red Bull, ça va prendre un petit peu, pardonne-moi l'expression, de tactique Trivago. Puisque Jürgen Klopp fait la pub de Trivago qui est diffusée même souvent chez nous. Alors, parfois, je fais ce gag-là quand une équipe a des problèmes tactiques. Alors là, je voulais juste souligner ça pour conclure. Mais on va faire la transition sur le dernier sujet. Ce sont encore les enjeux avec 2 matchs à disputer en cette fin de saison en Bundesliga. Et il y en a une que tu as sous-entendue dans ta réponse. C'est le rebond du Borussia Dortmund, qui est 5e maintenant au classement, qui ne perd plus et qui est à 1 point de Fribourg pour accéder au top 4. Et donc, la Ligue des champions qu'on croyait impossible à rejoindre. Au moment où on s'est parlé, il y a de ça à peu près un mois. Alors, ça, c'est un des enjeux. Et tu l'as dit, c'est Leipzig qui en a payé le prix. Leipzig est 6e et occupe la dernière place européenne. Mayence, qui a connu une grosse saison, est retombé 7e, ce qui est peut-être un peu plus réaliste. Le Werder Brême est 8e. Encore une belle fin de saison pour cette équipe. Entre guillemets, est-ce que c'est une équipe de bras cassés? Je n'oserais pas utiliser ce terme. Je trouve que c'est une équipe qui joue magnifiquement avec ses limites et arrive à faire beaucoup avec peu depuis l'an dernier. Ole Werner semble avoir trouvé une identité avec cette équipe et il s'y accroche. Mönchengladbach qui a été une surprise cette année, mais qui est revenu un peu pas gagné la dernière rencontre en millième. On a encore une deuxième saison, pas capable de remonter au classement. Et 10e est donc place pour eux la saison prochaine. Ensuite, 11e, on a Augsbourg. 12e, Wolfsburg. Ce qui est étonnant, Wolfsburg ayant un différentiel positif et l'Union Berlin qui est 13e. Et là, après, il y a un enjeu là, entre autres, en plus de l'enjeu de Dortmund qui remonte au classement derrière Fribourg, qui est 4e actuellement. Francfort devrait terminer 3e, selon moi, là, à moins que Fribourg profite là, d'un élan dans les 2 derniers matchs, et alors que Francfort perd de tout. Là. Et puis, Leverkusen est 2e, mais ce n'est pas un vilain 2e. On a eu la preuve que la tactique Xabi Alonso a encore fonctionné. D'ailleurs, l'équipe a le même nombre de défaites que le Bayern Munich, c'est-à-dire 2. Ce sont les matchs nuls qui auront fait la différence. 4 matchs nuls de plus, tout simplement. Donc, c'est de ce côté-là. Peut-être un début de saison un peu lent, mais Leverkusen est resté quand même Leverkusen
dans ce que j'appellerais un retour à une forme de réalisme, mais quand même, on a vu que ça fonctionnait. Et là, il y a des rumeurs voulant que, mais on en reparlera ça aussi plus tard, qu'Alonso s'en aille au Real Madrid la saison prochaine. Il n'y a donc pas que le départ probable de Florian Wirtz la saison prochaine qui soit dans les manchettes. Mais ça, on y reviendra dans le bilan. Donc, 2 courses, donc Dortmund qui remonte, ça, j'aimerais que tu m'en dises un mot. Et ensuite, dans le bas du classement, donc, je sais qu'on l'a évoqué un peu. Tu penses qu'Offenheim va tenir bon. Sampaoli qui a le même nombre de points. Selon moi, je pense devrait être capable de tenir. Alors, ça nous amène à une course pour le poste, ou plutôt pour la position de barragiste. Parce que Heidenheim, qui a perdu ses 3 meilleurs joueurs durant l'entre-saison, forcément en a payé le prix cette année. L'équipe n'a qu'un point d'avance sur Holstein Kiel, qui est 17e. Et on sait que le poste de barragiste, ben, ça implique que tu as encore une chance de survie pour rester en première division, ce qui s'est avéré le cas pour la majorité des équipes qui étaient barragistes en Bundesliga. C'est souvent cette équipe-là qui gagnait le match de barrage depuis qu'on a instauré cette formule. Alors que du côté de Bochum, on est bon dernier, mais on a quand même 3 points de différence avec Holstein Kiel et 4 avec Heidenheim. Alors donc, il y aurait peut-être une course pour la position de barragiste ici, David. Alors, voilà ce sur quoi j'aimerais t'entendre. Le rebond de Dortmund et cette course pour la position de barragiste dans le bas du classement. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Oui, alors le problème concernant Dortmund, c'est que notre analyse va être extrêmement dépendante des 2 dernières journées, puisque Dortmund qui se rend à Leverkusen va dépendre de ce que va faire Leverkusen. C'est-à-dire que si le Bayern a envie de finir un peu en feu d'artifice pour fêter le roi Alonso, pour que Florian Wirtz puisse briller une dernière fois sur son terrain. Je donne pas cher des chances de Dortmund de s'imposer à Leverkusen, mais on peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, on peut avoir un Leverkusen aussi un peu démobilisé puisque le titre est désormais acquis au Bayern. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si Holstein Kiel n'est pas encore relégué à la dernière journée, ça va être chaud pour Dortmund pour s'imposer contre Kiel, puisque ça sera l'opposition à la dernière journée entre le Borussia Dortmund et Holstein Kiel. Et évidemment, un club. La bête blessée devient redoutable. Voilà. Oui, voilà. Et donc, on dépend beaucoup de ça. Néanmoins, il est évident que Niko Kovac a stabilisé cette équipe. Que Niko Kovac, pour lequel je suis extrêmement sceptique sur les capacités à produire un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. C'est pas un immense tacticien du football, me semble-t-il, sur le terrain. En revanche, parenthèse, est-ce que dans le fond, le fait que Serhou Guirassy soit en santé dans la deuxième moitié de saison n'a pas aidé? Il est revenu au 2e rang des meilleurs buteurs en Bundesliga, malgré qu'il a été blessé. Ça veut dire que les buts qu'il a marqués ont joué un rôle quand même à la relance de l'équipe. Complètement, mais il a fallu aussi stabiliser le reste. C'est-à-dire que, alors, il y a eu de la chance. C'est-à-dire qu'il y a des blessés qui sont revenus, à l'exception de Nico Schlotterbeck. Il y a des blessés qui sont revenus qui ont donné à Kovac un peu la possibilité de faire jouer la concurrence, ici ou là. Et notamment en milieu de terrain, où Julian Brandt n'a pas été capable d'assumer, par exemple, un rôle, parce que c'est son caractère, parce que c'est sa personnalité sans doute aussi, pas été capable d'assumer un rôle de taulier, de leader, de meneur. Et donc, il y a eu des tâtonnements, il y a eu des matchs extrêmement frustrants, il y a eu des matchs très, 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 très médiocres. Et pourtant, Dortmund a commencé à s'installer dans une série, a arraché des victoires, 3-2 ici, 3-2 là, et puis retrouver de la confiance. Et Niko Kovac a réinstallé un petit peu une hiérarchie, a redonné confiance à cette équipe qui a accepté, via une très très belle prestation au match retour, 3-1 contre le FC Barcelone, 3 buts d'Guirassy, qui a accepté de sortir de la Ligue des Champions parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas aller en finale chaque année. Ça a été psychologiquement digéré. Et on s'est reporté sur le championnat parce qu'on s'est dit, on peut revenir, c'est encore jouable. On peut revenir dans les 4-5 premières places. C'est encore jouable. C'est une course assez inédite puisque je crois qu'il faut remonter à plus de 20 ans en arrière pour retrouver justement Dortmund, réussir à basculer sur les 8 dernières journées de la 10e ou 11e à la 4e place. Aujourd'hui, ils ont un point de retard sur Fribourg. Ils dépendent du bon vouloir de leurs 2 adversaires. On en a parlé, Bayer Leverkusen et Holstein Kiel, mais ils dépendent aussi des faux pas éventuels, et ça, ce sera à leur avantage, les Dortmunders de Fribourg ou du RB Leipzig, entre autres.
Donc là, c'est suspense total. Je pense qu'il va y avoir énormément d'engouement autour du Borussia et autour de cette 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Fondamentalement, je crois que la remontée est due vraiment à la réussite de Niko Kovac à stabiliser cette équipe. On a une équipe qui est beaucoup moins timorée qu'elle n'a été, qui a, qui a pas retrouvé une énorme créativité, mais qui a retrouvé une vraie structure, une vraie efficacité avec Guirassy dont tu parlais à juste titre. Voilà, et puis il y a quand même quelques joueurs de très fort calibre. Gregor Kobel le suit dans les buts, Emre Can quand il est à son meilleur, Pascal Gross évidemment en milieu de terrain. Quelques feux follets offensifs qui ont été un peu décevants certes, mais qui peuvent apporter aussi un petit plus ici ou là. On pense à Adeyemi bien sûr. Et Dortmund retrouve la place qui est la sienne aujourd'hui, la 5e. Mais le problème, c'est qu'il y a une surprise devant, c'est Fribourg, et qu'on n'est pas à l'abri non plus de l'équipe qui est derrière, c'est-à-dire le RB Leipzig. Donc, je me garde de pronostics, mais il y a du mieux, évidemment, à Dortmund, ça tout le monde l'a constaté, et il faut donner du crédit à Niko Kovac d'avoir permis cela. J'oublierai pas non plus, puisque tu parles de remonter en seconde moitié de saison, on ne peut pas oublier le titre gagné par Wolfsburg en 2009, alors qu'à la mi-saison, l'équipe était 9e. Ça en dit long, des fois, sur parfois cette notion où on s'imagine que tout est fini à cause de telles circonstances, et finalement, non, ce n'est pas le cas. Dortmund pourrait peut-être nous faire mentir, puisque mais c'est possible qu'ils soient allés un match à la fois, mais c'est une des équipes qui a l'une des meilleures séquences en ce moment. L'équipe n'a pas perdu lors de ses 5 derniers matchs. Il y a même 4 victoires. Donc, on a engrangé des résultats quand il fallait pour pouvoir être dans cette posture à 2 matchs de la fin de la saison pour espérer, qui sait, une qualification en Ligue des Champions, ce qui sauverait quand même la saison à Dortmund. Mais espérons, peut-être qu'on y reviendra au bilan, qu'au niveau de la direction, où tu sais, on en a parlé, il y avait des conflits pardon, au sein de la direction, donc des conflits qui semblaient la miner de l'intérieur. Et il y a une réflexion à avoir sur le recrutement parce que beaucoup de joueurs, selon moi, ont joué en deçà des attentes. Il y en a peut-être certains d'entre eux qui, à mon avis, ne devraient pas revenir au sein du Borussia Dortmund et qu'il faudrait peut-être remplacer. Ça ne veut pas dire embarquer dans des dépenses somptuaires, mais il y a quand même des joueurs là, qui, selon moi, là, on a fait le tour, si je peux me permettre de le dire comme ça. Est-ce que aussi le départ à la retraite de Marco Reus, qui est une inspiration en tant que leader, et qui est en train d'espérer ici en MLS, là, mais peut-être que ça a laissé un vide dans le vestiaire aussi en matière de leadership. On n'en a pas beaucoup parlé, et là, j'évoque cette question-là. Donc, à suivre. Là, tu as parlé de Holstein Kiel qui est en bonne posture, mais peut-être un petit mot aussi sur Borum et puis sur Heidenheim. Comment tu mesures au niveau du barragiste là, qui est en meilleure posture pour obtenir cette position au classement d'ici la fin de la saison? Tu n'es pas obligé de faire un pronostic. Juste selon le calendrier, selon toi, qui est, disons, le mieux embarqué ou le mieux outillé pour espérer obtenir cette précieuse position de barragiste qui augmente ses chances de rester en première division d'une certaine façon? Les arguments sont très différents. Je pense que Borum part de très très loin et Dieter Hecking, qui a fait du bon travail en arrivant pendant la saison en sauveur, en pompier, comme on dit en Allemagne, serait pas déshonoré si Borum échouait, parce qu'ils ont quand même du retard et il faudra un miracle, mais on en a vu d'autres. Hein. On en a vu d'autres sur ils les ont eu un dernières journées. avertissement l'an dernier. On dirait qu'en Allemagne, les équipes qui reçoivent des avertissements la saison précédente, en fait, la saison suivante, ça se résulte par une relégation. Hambourg avait eu droit notamment à plusieurs avertissements avant de sombrer. Oui. Et que dire de l'Hertha Berlin qui a été prévenu plus d'une fois et qui finalement s'est retrouvé relégué aussi? Je fais juste souligner ces exemples. Oui, après les arguments sont très différents entre Heidenheim et Holstein Kiel parce que Holstein Kiel a une force incroyable, c'est qu'il peut gagner partout. C'est incroyable. Si on regarde les résultats de la saison, il y a eu des choses assez vraiment à l'extérieur notamment. Hein. Et un entraîneur qui a une foi inébranlable, une équipe extrêmement soudée. C'est une équipe de haut de tableau de deuxième division, hein, Holstein Kiel. Et là, on les appelle les cigognes. Les cigognes se sont un peu élevés à l'échelon supérieur. Non, mais c'est vrai. Et donc, ils sont capables de tout.
Et c'est une grande force, mais ça peut être une faiblesse aussi parce qu'il y a eu des moments où à domicile, ça a été trop faible. Et Heidenheim a eu beaucoup de mal à digérer son escapade européenne. Heidenheim avait grandi vite et fort là aussi. Alors, c'est Mais, pas du tout pareil. mais comme je l'ai dit, c'est difficile quand tu perds tes 3 meilleurs joueurs. Ah ben oui, bien sûr, notamment Tim Kleindienst, mais bien sûr, et Beste aussi qui est parti à Benfica, puis qui est revenu ensuite vers des cieux plus cléments pour lui, puisqu'à Benfica, ça s'est pas très bien passé. Heidenheim a beaucoup souffert cette saison, a beaucoup perdu, on l'a vu largement dépassé sur certains matchs. Mais il y a le petit point d'avance, il y a un calendrier qui est, alors j'ai pas tout exactement en tête, 33e journée, ils sont à l'Union Berlin, qui lui est à peu près tranquille, donc il y a peut-être un point à prendre ici, au moins un point à prendre, qui pourrait donner un peu de confort à Heidenheim. Et dernière journée, réception du Werder Brême, c'est pas évident, mais évidemment en bas, chaque point que vous avez engrangé est un point qui compte. J'ai bien conscience, j'ai bien vu que sur les dernières semaines, à Heidenheim, on avait parfaitement conscience justement que la descente était une possibilité. Je pense que c'est anticipé par la direction aussi. Ce serait triste pour cet entraîneur aussi qui a mis énormément d'énergie, Frank Schmidt, dans sa mission. Ils sont montés si haut la saison dernière pour tutoyer l'Europe, pour aller faire une expérience européenne qui a été très bonne hein, d'ailleurs. Puis on Et parle là, vraiment d'un tout petit marché. Même le ben oui, stade est petit en comparaison de d'autres stades en Allemagne, même si on ouais. sent l'énergie. C'est ça qui est frappant. Mais on ne s'attendait pas à ce que des joueurs qui venaient de la deuxième division se signalent à ce point qu'ils aient été convoités Oui. ailleurs durant l'entre-saison. C'est là où la surprise est plus grande. Bon, j'ai la sensation qu'il y a des points encore à prendre ici ou là, mais bien sûr, si vous affrontez une équipe qui est en lice pour l'Europe, le Werder Brême, s'il est encore en lice à la 34e journée pour aller chercher quelque chose, une qualification européenne, ce sera un adversaire particulièrement féroce pour Heidenheim. Kiel contre Dortmund, même punition. Mais ce qui est bien quand même, alors ça va donner du stress bien sûr aux supporters de chaque club, mais ce qui est bien, c'est que nous, on sait d'ores et déjà qu'on va avoir encore des choses à suivre, alors que toutes les équipes, hein, vous le savez, vont jouer en même temps la 34e journée, le samedi à 15h30 heure locale. Euh, on sait qu'il y aura de l'enjeu un peu partout, encore à la 34e journée, même si certaines choses peuvent se décider dès ce week-end. Donc oui, pas de pronostic, mais j'insiste, c'est purement factuel. Heidenheim a un tout petit peu d'avance et Bochum part de vraiment très loin. Tout le monde voit le VfL Bochum redescendre en deuxième division. Miracle possible parce que Dieter Hecking a déjà fait de très belles choses ponctuellement et même sur du plus long terme, mais ça va être quand même très compliqué pour Bochum. Un petit mot de la fin, David, sur la Coupe d'Allemagne qui sera disputée le 24 mai prochain. On pourra toujours, durant le bilan de fin de saison, revenir sur la compétition de façon globale. Mais on a droit à une finale assez surprenante qui opposera le VfB Stuttgart, qui pourra donc un peu racheter sa saison, entre guillemets, moyenne, opposée à une équipe de troisième division qui a éliminé le Bayer Leverkusen en demi-finale. Ça, c'était la surprise. Arminia Bielefeld, qu'on a déjà vu en première division, mais qui actuellement est en troisième division. Stuttgart, de son côté, ayant fait tomber le RB Leipzig en demi-finale. Alors, un petit mot donc sur cette finale. Alors, je sais que probablement qu'il y a une grande inégalité entre les deux équipes. Alors, j'ai envie de te poser la question, est-ce que Stuttgart réussit à, disons, à ramener un premier trophée après une saison, l'année dernière, on a terminé deuxième, mais là, cette année, on était un petit peu en deçà. Et donc, on récompense en quelque sorte les fans et ça permet à Sébastien Honest d'asseoir une autre forme de crédibilité. Ou alors, c'est l'équipe Cendrillon, c'est le parcours Cendrillon qui continue, c'est Arminia Bielefeld qui, contre toute attente, va gagner cette finale. Allez, David, un petit mot de la fin sur cette finale tant attendue. Oui, tu as bien raison de l'évoquer, effectivement. Je pense que ça va rameuter des masses et des masses à Berlin dans le stade olympique pour cette finale parce que Bielefeld, c'est une place forte du football en Allemagne. C'est une très grande ville. Il y a des supporters très fervents, très authentiques, et ils ont terrassé, pas seulement les supporters, bien sûr, surtout les joueurs sur le terrain. Ils ont terrassé plusieurs équipes de l'élite successivement.
Et j'avoue que j'étais vraiment bluffé en demi-finale, ce qu'ils ont réussi contre Leverkusen, qui n'était pas à son meilleur, certes, mais il fallait quand même sortir le champion en titre. Donc, très grosse performance de Bielefeld, qui est certes en troisième division, mais qui va être un adversaire à surveiller de très près pour Stuttgart. Bielefeld a des arguments, et il va y avoir un public puissant derrière cette équipe, l'Arminia, à Berlin pour la finale. Le VfB Stuttgart, occasion rêvée, tu as bien vu le truc, pour Sébastien Hoeneß de continuer de construire un petit peu son matériau, son CV pour aller plus haut et plus loin encore derrière. J'ai l'impression qu'il se sent quand même bien à Stuttgart. Il a des ambitions élevées, Sébastien Hoeneß. Et effectivement, équipe de coupe cette année, le VfB qui a un peu vadrouillé en championnat, qui a été qui a subi toute une série de matchs sans victoire récemment, qui l'a plombé au classement. On espérait que l'essai de la saison dernière, ce titre de vice-champion, soit transformé cette année et qu'il se mêle un peu à la lutte pour les 4 premières places. Finalement, non. Ligue des Champions aussi, hein, qui a pesé. Et la coupe, c'est l'occasion rêvée là pour le VfB Stuttgart. Il y a une forme d'euphorie un petit peu dans cette équipe, uniquement dans cette compétition cette année. Ça, il faudrait interroger des psychologues, je crois vraiment, pour comprendre un peu le phénomène, n'est-ce pas? Mais moi, cette finale, je vais la regarder. Alors, je ne serai pas au stade à Berlin, mais je vais la regarder avec grand intérêt parce que ça fait penser à diverses épopées dans divers pays entre une équipe dite petit poussé et une équipe favorite. C'est très alléchant. Stuttgart a un jeu offensif et Bielefeld n'a peur de rien puisqu'il a sorti, je ne sais plus combien, 3 ou 4 équipes de première division successivement. Très belle finale de Coupe d'Allemagne et le FC Bayern doit commencer à se dire bah, finalement cette compétition elle n'est pas pour nous parce que ça fait un moment Mathieu que les Bavarois attendent de retrouver la finale et ça commence à devenir une compétition extra Bayern. Je pense qu'en Allemagne il y a beaucoup de gens qui sont contents d'avoir cette soupape de respiration où le Bayern n'écrase pas un peu tout. En fait, le Arminia Bielefeld, bon, au premier tour, ils ont sorti Hanovre, qui n'est pas nécessairement une grande formation. Mais au deuxième tour, on élimine l'Union Berlin. C'est une équipe quand même de première division. On élimine Fribourg en huitième de finale. Ensuite, on arrive en quart de finale, on élimine le Werder Bremen. Et après ça, on élimine le Bayer Leverkusen, qui n'a que 2 défaites, je le rappelle, cette saison. Alors, donc, 4 fois sur 5, tu élimines des équipes de première division alors que tu es en troisième division. Peut-être qu'on devrait faire une série Netflix comme, par exemple, cette équipe de 5e division qui est montée en 2e division en Angleterre et qui est la propriété notamment du comédien canadien Ryan Reynolds. Là. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de l'équipe, mais toujours est-il que peut-être que Netflix devrait faire une série en allemand tant qu'à montrer des épopées de la sorte. Mais la différence, c'est que tu l'as dit, Arminia Bielefeld, c'est une équipe qui a déjà été en première division et qui a déjà eu je dirais pas son heure de gloire, mais qui a déjà montré qu'elle pouvait jouer jusqu'à un certain point au plus haut niveau en Allemagne. Et il y a effectivement, et ça c'est toujours intéressant quand on regarde l'histoire d'une nation, c'est une équipe qui a effectivement sa horde de fans populaires, qui a ce groupe de supporters très, très bruyants. Alors, évidemment, il y aura ça de Stuttgart. J'ai hâte de voir l'ambiance au stade de Berlin. Moi aussi, je vais regarder la finale devant mon téléviseur. J'ai bien hâte de voir ce qui va en résulter. J'ai bien hâte qu'on en reparle pour la dernière de la saison, que sera notre bilan. En attendant, David, merci beaucoup encore une fois pour tes interventions et aussi pour l'entraide technique en vue de l'enregistrement de cette émission sur un nouveau moyen, un nouvel outil d'enregistrement, en fait, qu'on a pu utiliser à bon escient. Bonne fin de saison à tout le monde. Soyez prêts à faire des petits paris parce que là, il y a vraiment des enjeux très différents et surtout des équipes qui sont dans des dynamiques opposées, un peu qui vont s'affronter. Donc, ça va faire encore des étincelles. Je sais par expérience et surtout par ressenti que les 2 dernières journées, surtout la dernière journée en Bundesliga, c'est un feu d'artifice assez unique. Et puis Ben, la c'est que finale tout de le monde coupe. joue en même temps, je crois, à Oui, la c'est même ça, c'est heure. ça. C'est vrai, c'est vrai. Et puis la finale de coupe, très particulière quand même si c'est pas la première fois qu'une équipe de division inférieure arrive en finale, ça va être une belle leçon encore de football à suivre et surtout du spectacle.
Tu as eu raison d'insister sur la déception, sur les Coupes d'Europe des clubs allemands. Ça n'empêche pas ces derniers d'avoir quand même de quoi nous proposer un football agréable à regarder au moins. Et puis voilà, le Bayern est champion, il va y avoir des festivités, et puis on va voir aussi, il y a plein de choses qu'on va pouvoir débriefer à l'occasion de la dernière de la saison. Excellent. Alors, on se retrouve à la fin du mois de mai pour faire ce bilan. Comme ça, on aura bien digéré la fin de saison pour voir quelle équipe a terminé à quelle position et donc évaluer un peu, avec cette fois toutes les données en place, les surprises, les déceptions qu'on a eues cette saison. Mais même si on a la déception par rapport aux compétitions européennes, je trouve que ça a quand même été une saison en Bundesliga qui a été à la fois surprenante, puis il y a eu quand même des éléments de compétition qui ont été très, très excitantes à observer et je suis certain qu'on va en reparler avec grand plaisir. Merci encore une fois, mon cher David. Je rappelle que l'émission est disponible via le Cannes Football Club sur différentes plateformes, c'est-à-dire YouTube, Spreaker, Google Art Radio, Spotify, etc., etc. Vous avez donc tout le loisir d'accéder au contenu. Nous sommes encore sur X, mais on commence à migrer vers Blue Sky dans certains cas. Alors donc, s'il y en a qui sont abonnés à Blue Sky, vous pouvez nous joindre sur nos noms. On va diffuser dans les deux plateformes, donc les liens des épisodes et ce dernier épisode également. C'est donc avec plaisir donc j'ai l'honneur donc de mettre fin à cette émission. Voilà, j'en perds un peu les mots. Il y a beaucoup d'émotions alors qu'on approche de la fin de saison. Je suis tout excité déjà. Ici Mathieu Lemy qui vous dit donc au revoir. Et en mon nom et au nom de David, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Je peux arrêter l'enregistrement.